Depuis 2 mois, la conquête du Maroc était accomplie. La France, maîtresse de Tanger, possédait toute la côte africaine, de la Méditerranée jusqu'à la régence de Tripoli, et elle avait garanti la dette du nouveau pays annexé. On disait que 2 ministres gagnaient là une vingtaine de millions, et on citait presque tout haut Laroche-Mathieu. Quant à Walter, personne dans Paris n'ignorait qu'il avait fait coup double et encaissé de 30 à 40 millions sur l'emprunt et de 8 à 10 millions sur des mines de cuivre et de fer, ainsi que sur d'immenses terrains achetés pour rien avant la conquête et revendus le lendemain de l'occupation française à des compagnies de colonisation. Il était devenu en quelques jours un des maîtres du monde, un de ces financiers omnipotents, plus forts que des rois, qui font courber les têtes, balbutier les bouches et sortir tout ce qu'il y a de bassesse, de lâcheté et d'envie au fond du cœur humain. Il n'était plus le juif Walter, patron d'une banque louche, directeur d'un journal suspect, député soupçonné de tripotage véreux. Il était Monsieur Walter, le riche Israélite. Il voulut le montrer. Sachant la gêne du prince de Salzbourg, qui possédait un des plus beaux hôtels de la rue du Faubourg Saint-Honoré, avec jardin sur les Champs-Élysées, il lui proposa d'acheter en 24 heures cet immeuble avec ses meubles, sans changer de place à un fauteuil. Il en offrait 3 millions. Le prince, tenté par la somme, accepta. Le lendemain, Walter s'installait dans son nouveau domicile. Alors, il eut une autre idée, une véritable idée de conquérant qui veut prendre Paris, une idée à la Bonaparte. Toute la ville allait voir en ce moment un grand tableau du peintre hongrois Karl Markovitch, exposé chez l'expert Jacques Lenoble et représentant le Christ marchant sur les flots. Les critiques d'art enthousiasmés déclaraient cette toile le plus magnifique chef-d'œuvre du siècle. Walter l'acheta 500 000 francs et l'enlevant, coupant ainsi du jour au lendemain le courant établi de la curiosité publique et forçant Paris entier à parler de lui pour l'envier, le blâmer ou l'approuver. Puis il fit annoncer par les journaux qu'il inviterait tous les gens connus dans la société parisienne à contempler chez lui un soir l'œuvre magistrale du maître étranger, afin qu'on n'eût pu pas dire qu'il avait séquestré une œuvre d'art. Sa maison serait ouverte. Y viendrait qui voudrait. Il suffirait de montrer à la porte la lettre de convocation. Elle était rédigée ainsi. Monsieur et Madame Walter vous prient de leur faire l'honneur de venir voir chez eux le 30 décembre de 9 heures à minuit la toile de Karl Markovitch, Jésus marchant sur les flots, éclairée à la lumière électrique. Puis, en post-scriptum, en toutes petites lettres, on pouvait lire « On dansera après minuit ». La vie française, depuis 15 jours, faisait chaque matin un écho sur cette soirée du 30 décembre et s'efforçait d'allumer la curiosité publique. Duroy rageait du triomphe de son patron. Il s'était cru riche avec les 500 000 francs extorqués à sa femme. Et maintenant, il se jugeait pauvre, affreusement pauvre, en comparant sa piètre fortune à la pluie de millions tombés autour de lui, sans qu'il eût su en rien ramasser.
Sa colère envieuse augmentait chaque jour. Il en voulait à tout le monde. Au Walter, qu'il n'avait pas plus été voir chez eux. À sa femme, qui, trompée par la roche, lui avait déconseillé de prendre des fonds marocains. Et il en voulait surtout au ministre qui l'avait joué, qui s'était servi de lui et qui dînait à sa table 2 fois par semaine. Georges lui servait de secrétaire, d'agent, de porte-plume, et quand il écrivait sous sa dictée, il se sentait des envies folles d'étrangler ce bellâtre triomphant. Comme ministre, Laroche avait le succès modeste, et pour garder son portefeuille, il ne laissait point deviner qu'il était gonflé d'or. Mais du roi le sentait, cet or, dans la parole plus hautaine de l'avocat parvenu, dans son geste plus insolent, dans ses affirmations plus hardies, dans sa confiance en lui complète. Laroche régnait maintenant dans la maison du roi, ayant pris la place et les jours du comte de Vaudrec, et parlant aux domestiques ainsi qu'aurait fait un second maître. Georges le tolérait en frémissant, comme un chien qui veut mordre et n'ose pas. Mais il était souvent dur et brutal pour Madeleine, qui haussait les épaules et le traitait en enfant maladroit. Elle s'étonnait d'ailleurs de sa constante mauvaise humeur et répétait « Je ne te comprends pas, tu es toujours à te plaindre, ta position est pourtant superbe. » Il tournait le dos et ne répondait rien. Depuis 2 mois, Madame Walter lui écrivait chaque jour pour le supplier de venir, de lui donner un rendez-vous où il lui plairait, afin qu'elle lui remît, disait-elle, les 70 000 francs qu'elle avait gagnés pour lui. Il ne répondait pas et jetait au feu ses lettres désespérées, non point qu'il eût renoncé à recevoir sa part de leurs bénéfices, mais il voulait l'affoler, la traiter par le mépris, la fouler aux pieds. Elle était trop riche. Il voulait se montrer fier. Le jour même de l'exposition du tableau, il s'habilla en grognant, et même dans le fiacre, il continua à expectorer sa bile. La cour d'honneur de l'hôtel de Karlsburg était illuminée par 4 globes électriques qui avaient l'air de 4 petites lunes bleuâtres aux 4 coins. Un magnifique tapis descendait les degrés de haut perron, et sur chacun, un homme en livrée restait roide comme une statue. Du roi murmura « En voilà de l'épate !» Il levait les épaules, le cœur crispé de jalousie. Sa femme lui dit « Tais-toi donc, et fais-en autant. » Ils entrèrent et remirent leurs lourds vêtements de sortie aux valets de pied qui s'avancèrent. Plusieurs femmes étaient là avec leurs maris, se débarrassaient aussi de leurs fourrures. On entendait murmurer « Oh, c'est beau, c'est fort beau !» Le vestibule énorme était tendu de tapisseries qui représentaient l'aventure de Mars et de Vénus. À droite et à gauche partaient les 2 bras d'un escalier monumental qui se rejoignait au premier étage. La rampe était une merveille de fer forgé, dont la vieille dorure éteinte faisait courir une lueur discrète le long des marches de marbre rouge. À l'entrée des salons, 2 petites filles, habillées l'une en folie rose et l'autre en folie bleue, offraient des bouquets aux dames. On trouvait cela charmant. Il y avait foule dans les salons. La plupart des femmes étaient en toilette de ville pour bien indiquer qu'elles venaient là comme elles allaient à toutes les expositions particulières. Celles qui comptaient rester au bal
avait les bras et la gorge nus. Madame Walter, entourée d'amis, se tenait dans la seconde pièce et répondait au salut des visiteurs. Beaucoup ne la connaissaient point et se promenaient comme dans un musée, sans s'occuper des maîtres du logis. Quand elle aperçut du roi, elle devint livide et fit un mouvement pour aller à lui. Puis elle demeura immobile, l'attendant. Il la salua avec cérémonie, tandis que Madeleine l'accablait de tendresse et de compliments. Alors Georges laissa sa femme auprès de la patronne et il se perdit au milieu du public pour écouter les choses malveillantes qu'on devait dire assurément. 5 salons se suivaient, tendus d'étoffes précieuses, de broderies italiennes ou de tapis d'Orient de nuances et de styles différents, et portant sur leurs murailles des tableaux de maîtres anciens. On s'arrêtait surtout pour admirer une petite pièce Louis XVI, une sorte de boudoir tout capitonné en soie à bouquet rose sur un fond bleu pâle. Les meubles bas, en bois doré, couverts d'étoffes pareilles à celles des murs, étaient d'une admirable finesse. Georges reconnaissait des gens célèbres. On le saisit par le bras, et une voix jeune, une voix heureuse lui murmura dans l'oreille. « Ah, vous voilà enfin, méchant bel ami. Pourquoi ne vous voit-on plus ?» C'était Suzanne Walter, le regardant avec ses yeux d'émail fin, sous le nuage frisé de ses cheveux blonds. Il fut enchanté de la revoir et lui serra franchement la main, puis s'excusant. « Je n'ai pas pu, j'ai eu tant à faire depuis 2 mois que je ne suis pas sortie. » Elle reprit d'un air sérieux. « C'est mal, c'est très mal. Vous nous faites beaucoup de peine, car nous vous adorons, maman et moi. Quant à moi, je ne puis me passer de vous. Si vous n'êtes pas là, je m'ennuie à mourir. Vous voyez que je vous le dis carrément pour que vous n'ayez plus le droit de disparaître comme ça. Donnez-moi le bras, je vais vous montrer moi-même Jésus marchant sur les flots. C'est tout au fond, derrière la serre. Papa l'a mis là-bas afin qu'on soit obligé de passer partout. C'est étonnant comme il fait le pan, papa, avec cet hôtel. » Ils allaient doucement à travers la foule. On se retournait pour regarder ce beau garçon et cette ravissante poupée. Un peintre connu prononça « Tiens, voilà un joli couple, il est amusant comme tout. » Georges pensait « Si j'avais été vraiment fort, c'est celle-là que j'aurais épousée. C'était possible pourtant. Comment n'y ai-je pas songé? Comment me suis-je laissé aller à prendre l'autre? Quelle folie! On agit toujours trop vite, on ne réfléchit jamais assez. » Et l'envie amère, lui tombait dans l'âme goutte à goutte, comme un fiel qui corrompait toutes ses joies, rendait odieuse son existence. Suzanne disait « Oh, venez souvent, belle amie, nous ferons des folies maintenant que papa est si riche. Nous nous amuserons comme des toqués. » Il répondit, suivant toujours son idée. « Oh, vous allez vous marier maintenant. Vous épouserez quelque beau prince, un peu ruiné, et nous ne nous verrons plus guère. » Elle s'écria avec franchise. « Oh non, pas encore. Je veux quelqu'un qui me plaise beaucoup, qui me plaise tout à fait. Je suis assez riche pour 2. » Il souriait d'un sourire ironique et hautain, et il se mit à lui nommer les gens qui passaient, des gens très nobles
qui avaient vendu leurs titres rouillés à des filles de financiers comme elles, et qui vivaient maintenant près ou loin de leurs femmes, mais libres, impudents, connus et respectés. Il conclut: je ne vous donne pas 6 mois pour vous laisser prendre à cet appât-là. Vous serez Madame la Marquise, Madame la Duchesse ou Madame la Princesse, et vous me regarderez de très haut, mademoiselle. Elle s'indignait, lui tapait sur le bras avec son éventail, jurait qu'elle ne se marierait que selon son cœur. Il ricanait: nous verrons bien, vous êtes trop riche. Elle lui dit: mais vous aussi, vous avez eu un héritage. Il fit: oh, de pitié, parlons-en. À peine 20 000 livres de rente, ce n'est pas lourd par le temps présent. Mais votre femme a hérité également. Oui, 1 million à nous deux, 40 000 de revenus. Nous ne pouvons même pas avoir une voiture à nous avec ça. Ils arrivaient au dernier salon, et en face d'eux s'ouvrait la serre, un large jardin d'hiver plein de grands arbres des pays chauds, abritant des massifs de fleurs rares. En entrant sous cette verdure sombre, où la lumière glissait comme une ondée d'argent, on respirait la fraîcheur tiède de la terre humide et un souffle lourd de parfum. C'était une étrange sensation douce, malsaine et charmante, de nature factice, énervante et molle. On marchait sur des tapis tout pareils à de la mousse entre deux épais massifs d'arbustes. Soudain, Duroy aperçut à sa gauche, sous un large dôme de palmiers, un vaste bassin de marbre blanc où l'on aurait pu se baigner et sur les bords duquel 4 grands cygnes en faïence de Delft laissaient tomber l'eau de leurs becs entr'ouverts. Le fond du bassin était sablé de poudre d'or et l'on voyait nager dedans quelques énormes poissons rouges, bizarres monstres chinois aux yeux saillants, aux écailles bordées de bleu, sortes de mandarins des ondes qui rappelaient, errants et suspendus ainsi sur ce fond d'or, les étranges broderies de là-bas. Le journaliste s'arrêta, le cœur battant. Il se disait: voilà, voilà le luxe, voilà les maisons où il faut vivre. D'autres y sont parvenus. Pourquoi n'y arriverais-je point? Il songeait aux moyens, n'en trouvait pas sur le champ et s'irritait de son impuissance. Sa compagne ne parlait plus, un peu songeuse. Il la regarda de côté et il pensa encore une fois. Il suffisait pourtant d'épouser cette petite marionnette de chair. Mais Suzanne tout d'un coup parut se réveiller. « Attention !» dit-elle. Elle poussa Georges à travers un groupe qui barrait leur chemin et le fit brusquement tourner à droite. Au milieu d'un bosquet de plantes singulières qui tendaient en l'air leurs feuilles tremblantes, ouvertes comme des mains aux doigts minces, on apercevait un homme immobile, debout sur la mer. L'effet était surprenant. Le tableau, dont les côtés se trouvaient cachés dans les verdures mobiles, semblait un trou noir sur un lointain, fantastique et saisissant. Il fallait bien regarder pour comprendre. Le cadre coupait le milieu de la barque, où se trouvaient les apôtres à peine éclairés par les rayons obliques d'une lanterne, dont l'un d'eux, assis sur le bordage, projetait toute la lumière sur Jésus qui s'en venait. Les gens qui regardaient cela demeuraient d'abord silencieux,
puis s'en allait songeur et ne parlait qu'ensuite de la valeur de la peinture. Duroy, l'ayant contemplé quelque temps, déclara « Ah, c'est chic de pouvoir se payer ces bibelots-là !» Mais comme on le heurtait en le poussant pour voir, il repartit, gardant toujours sous son bras la petite main de Suzanne qu'il serrait un peu. Elle lui demanda « Voulez-vous boire un verre de champagne ? Allons au buffet, nous y trouverons papa. » Et ils traversèrent lentement tous les salons où la foule grossissait, houleuse, chez elle, une foule élégante de fêtes publiques. Et Georges soudain crut entendre une voix prononcer « C'est Laroche et Madame Duroy ». Ces paroles lui effleurèrent l'oreille, comme ces bruits lointains qui courent dans le vent. D'où venaient-elles ? Il chercha de tous les côtés, et il aperçut en effet sa femme qui passait au bras du ministre. Ils causaient tout bas, d'une façon intime, en souriant, les yeux dans les yeux. Il s'imagina remarquer qu'on chuchotait en les regardant, et il sentit en lui une envie brutale et stupide de sauter sur ces deux êtres, de les assommer à coups de poing. Elle le rendait ridicule. Il pensa à Forestier, on disait peut-être ce cocu de Duroy. Qui était-elle ? Une petite parvenue assez droite, mais sans grands moyens en vérité. On venait chez lui parce qu'on le redoutait, parce qu'on le sentait fort, parce qu'on devait parler sans gêne de ce petit ménage de journalistes. Jamais il n'irait loin avec cette femme qui faisait sa maison toujours suspecte, qui se compromettait toujours, dont l'allure dénonçait l'intrigante. Elle serait maintenant un boulet à son pied. Ah, s'il avait deviné, s'il avait su, comme il aurait joué un jeu plus large, plus fort. Quelle belle partie il aurait pu gagner avec la petite Suzanne pour enjeu. Comment avait-il été assez aveugle pour ne pas comprendre ça ? Ils arrivaient à la salle à manger, une immense pièce à colonnes de marbre, aux murs tendus de vieux gobelins. Une cohue épaisse qui voulait boire l'arrêta. Et comme il avait enfin franchi cette cohue, il se trouva nez à nez avec le ménage de Marelle. Il voyait toujours la femme, mais il n'avait pas rencontré depuis longtemps le mari, qui lui saisit les deux mains. « Que je vous remercie, mon cher, du conseil que m'avait donné par Clotilde. J'ai gagné près de 100 000 francs avec l'emprunt marocain. C'est à vous que je le dois. On peut dire que vous êtes un ami précieux. » Des hommes se retournaient pour regarder cette brunette élégante et jolie. Duroy répondit « En échange de ce service, mon cher, je prends votre femme, ou plutôt, je lui offre mon bras. Il faut toujours séparer les époux. » Monsieur de Marelle s'inclina. « C'est juste. Si je vous perds, nous nous retrouverons ici dans 1 heure. » « Parfaitement. » Et les deux jeunes gens s'enfoncèrent dans la foule, suivis par le mari, et Clotilde répétait « Quel vénard que c'est, Walter ! Ce que c'est tout de même d'avoir l'intelligence des affaires !» Georges répondit « Bah, ce sont les hommes forts qui arrivent toujours, soit par un moyen, soit par un autre. » Elle reprit « Voilà 2 filles qui auront de 20 à 30 millions chacune, sans compter que Suzanne est jolie. » Clotilde rencontra Suzanne, et Duroy, seul, fut surpris d'entendre une voix. C'était Madame Walter. Il la regardait avec étonnement. Ce n'était plus la grosse gamine folâtre qu'il avait connue, mais une femme éperdue, désespérée, capable de tout.
Un projet vague, cependant, naissait dans son esprit. Il répondit : « Ma chère, l'amour n'est pas éternel. On se prend et on se quitte, mais quand ça dure comme entre nous, ça devient un boulet horrible. Je n'en veux plus, voilà la vérité. Cependant, si tu sais devenir raisonnable, me recevoir et me traiter ainsi qu'un ami, je reviendrai comme autrefois. Te sens-tu capable de ça ?» Elle posa ses 2 bras nus sur l'habit noir de Georges et murmura : « Je suis capable de tout pour te voir. » « Alors, c'est convenu, dit-il. Nous sommes amis, rien de plus. » Elle balbutia : « C'est convenu. » Puis, tendant ses lèvres vers lui : « Encore un baiser, le dernier. » Il refusa doucement : « Non, il faut tenir nos conventions. » Elle se détourna en essuyant 2 larmes, puis tirant de son corsage un paquet de papier noué avec un ruban de soie rose, elle l'offrit à du roi. « Tiens, c'est ta part de bénéfice dans l'affaire du Maroc. J'étais si contente d'avoir gagné cela pour toi. Tiens, prends-le donc. » Il reçut le petit paquet et le mit dans sa poche. Madame Walter, dans le petit boudoir Louis XVI, adopté pour ses réceptions intimes, vêtue de noir, avait poudré ses cheveux, ce qui la rendait charmante. Elle avait l'air de loin d'une vieille, et de près d'une jeune, et quand on la regardait bien, un joli piège pour les yeux. « Écoutez, dit-elle à voix basse, je ne vous parlerai plus de rien, jamais. Mais venez me voir, Georges. Vous voyez, je ne vous tutoie plus. Il m'est impossible de vivre sans vous, impossible. C'est une torture inimaginable. Je vous sens, je vous garde dans mes yeux, dans mon cœur et dans ma chair, tout le jour et toute la nuit. C'est comme si vous m'aviez fait boire un poison qui me rongeait en dedans. Je ne puis pas, non, je ne puis pas. Je veux bien n'être pour vous qu'une vieille femme. Je me suis mise en cheveux blancs pour vous le montrer. Mais venez ici, venez de temps en temps en amie. » Elle lui avait pris la main et elle la serrait, la broyait, enfonçant ses ongles dans sa chair. Il répondit avec calme : « C'est entendu, il est inutile de reparler de ça. Vous voyez bien que je suis venue aujourd'hui, tout de suite sur votre lettre. » Il quitta la mère et se rapprocha de la fille. Il prit familièrement le coude de la jeune fille et lui dit de sa voix caressante : « Écoutez, ma chère Suzanne, me croyez-vous bien votre amie ? » ?»« Mais oui, belle amie. »« Vous avez confiance en moi ? » ?»« Oh oui, tout à fait. »« Vous vous rappelez ce que je vous disais tantôt ? » ?»« À propos de quoi ? » ?»« À propos de votre mariage, ou plutôt de l'homme que vous épouserez. » »« Oui ? Eh bien, voulez-vous me promettre quelque chose ? » ?»« Oh oui, mais quoi ? » ?»« C'est de me consulter toutes les fois qu'on demandera votre main et de n'accepter personne sans avoir pris mon avis. »« Oh oui, je veux bien. » »« Et c'est un secret entre nous. Pas un mot de ça à votre père ni à votre mère. » »« Non, pas un mot. C'est juré ? » »« Oui, belle amie, c'est juré. »